Bonjour, et si je vous disais que l'un des algorithmes les plus intuitifs en machine learning fonctionne un peu comme quand on demande son chemin dans la rue? On regarde juste autour de soi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette méthode, les plus proches voisins. Une idée toute simple mais incroyablement puissante. Alors, voilà le programme. On va commencer par le concept de base, très simple. Puis, on verra les deux grandes manières de l'utiliser. Ensuite, on attaquera le gros morceau, comment faire ça efficacement. On explorera des solutions intelligentes et on terminera avec des conseils pratiques pour bien choisir son approche. Allez, on plonge dedans. Le principe fondamental est d'une simplicité désarmante. L'idée, c'est que pour comprendre un élément nouveau, la meilleure chose à faire est souvent de regarder ses voisins immédiats. Dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. Pour que ce soit bien concret, imaginez un nouveau point de données qui débarque au milieu d'un nuage de points déjà étiquetés. Comment on devine sa catégorie? Le premier réflexe, ce serait quoi? De regarder ce qu'il y a juste à côté, non? Et voilà, l'algorithme fait exactement ça. Il ne se complique pas la vie à construire un grand modèle théorique. Non, il se contente de regarder les données qu'il a déjà, il trouve les voisins les plus proches du nouveau point, et il utilise leurs caractéristiques pour faire sa prédiction. Et ça, attention, c'est un point vraiment crucial. Cet algorithme n'apprend pas de règles générales. En fait, il retient par cœur toutes les données d'entraînement. C'est un peu comme un étudiant qui, au lieu d'apprendre des formules, mémoriserait la solution de chaque exercice déjà vu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un apprentissage basé sur les instances. C'est à la fois sa plus grande force et parfois sa plus grande faiblesse. Bon, maintenant qu'on a bien compris le principe, voyons ce qu'on peut en faire concrètement. En gros, il y a deux grands cas d'usage. Soit on veut mettre une étiquette, soit on veut prédire un chiffre. Alors, on a deux saveurs bien distinctes. D'un côté, la classification. Là, c'est la démocratie qui parle. On demande aux voisins de voter. Si la majorité des voisins sont des pommes, alors notre nouvel élément est une pomme. Simple et efficace. De l'autre côté, la régression. Là, on ne vote pas. On fait une moyenne. Par exemple, pour estimer le prix d'une maison, on va simplement calculer le prix moyen des maisons les plus proches. Deux logiques différentes, mais qui reposent sur la même idée de voisinage. Bien sûr, on peut ajuster un peu les réglages. Le paramètre le plus important, c'est K, c'est-à-dire le nombre de voisins qu'on va interroger. Si K est grand, ça lisse les résultats. Si K est petit, on est plus sensible aux détails locaux. On peut aussi décider que les voisins les plus proches ont plus de poids dans la décision, ce qui est souvent une très bonne idée. Ok, jusqu'ici, tout paraît presque trop simple. Mais il y a un mais. Le vrai défi, ce n'est pas l'idée, c'est la mise en pratique, surtout quand on a énormément de données. La question, c'est comment trouver ces fameux voisins le plus vite possible. C'est vraiment ça le cœur du problème. Imaginez que vous ayez des millions de points. Si pour chaque nouvelle prédiction, il faut comparer le nouveau point à tous les autres un par un, les calculs vont prendre un temps fou. L'efficacité, c'est la clé. L'approche la plus simple et la plus intuitive, c'est la force brute. On prend notre point et on calcule la distance avec absolument tous les autres. Le problème, on le voit ici avec cette notation, la complexité. En gros, ça veut dire que le temps de calcul explose de façon exponentielle avec la taille des données. Pour un grand nombre d'échantillons, cette méthode devient juste inutilisable. Heureusement, des gens très intelligents ont trouvé des solutions bien plus malignes. L'idée, c'est d'arrêter de tout comparer bêtement et d'organiser les données en amont pour structurer la recherche et gagner un temps précieux. Et voilà une de ces solutions, l'arbre cadet. Imaginez une carte. Au lieu de la scanner entièrement, on la coupe d'abord en deux, puis on coupe la bonne moitié en deux, et ainsi de suite. On zoome très vite sur la bonne région. Ça permet d'éliminer des pans entiers de la carte sans même les regarder. C'est super efficace, surtout quand on a peu de dimensions. La construction est très logique. On choisit un axe, on trouve le milieu, on trace une ligne, et on recommence dans chaque nouvelle zone. C'est cette structure hiérarchique qui permet une recherche beaucoup plus rapide que la force brute. Mais l'arbre cadet, avec ses boîtes rectangulaires, il commence à peiner quand il y a vraiment beaucoup de dimensions. C'est là qu'arrive une autre structure, l'arbre à boules. Le principe est similaire, mais au lieu de couper l'espace avec des lignes, on le partitionne avec des sphères. C'est un peu plus complexe à construire, mais dans des espaces à haute dimension, c'est souvent bien plus performant. Donc, au final, que ce soit avec des boîtes ou des sphères, le but est exactement le même, élaguer intelligemment l'arbre de recherche. L'objectif, c'est de pouvoir dire « toute cette zone de données est trop loin, pas la peine de calculer, je l'ignore ». C'est ça le secret de leur efficacité. Bon, on a donc trois options sur la table. La force brute, l'arbre cadet, l'arbre à boules. Comment on choisit? Eh bien, comme souvent, la réponse est « ça dépend de vos données ». Il n'y a pas de solution miracle. Il faut regarder la taille des données, bien sûr, mais surtout leur nombre de dimensions. Est-ce que les données sont denses ou plutôt éparses? On cherche combien de voisins exactement? Et à quelle fréquence va-t-on faire des recherches? Chaque facteur peut faire pencher la balance. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. La force brute, c'est pour les tout petits jeux de données, quand ça ne vaut pas le coup de construire un arbre.
L'arbre cadet, c'est le champion des données en faible dimension. Et l'arbre à boules, il prend le relais pour les cas plus complexes, en haute dimension, même si sa mise en place est un peu plus coûteuse. D'ailleurs, petite astuce pratique. Dans ces algorithmes en arbre, il y a un paramètre qui s'appelle leaf size. En gros, ça leur dit « Ok, quand tu arrives à un petit groupe de points, arrête de te casser la tête à subdiviser et passe en mode force brute pour finir le travail. » C'est une excellente façon d'avoir le meilleur des deux mondes. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette méthode. Comme le dit très bien cette citation, sa simplicité est trompeuse. Elle a fait ses preuves dans des applications très concrètes et vraiment complexes, comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite ou l'analyse d'images satellites. Pour conclure, je voudrais laisser une question un peu vertigineuse. Si tout l'algorithme repose sur la notion de proximité, que se passe-t-il quand on a tellement de dimensions que plus rien n'est proche de rien, que chaque point se retrouve isolé à une distance immense de tous les autres? C'est ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité, un phénomène fascinant où notre intuition de la distance s'effondre complètement. Dans ces espaces immenses, qu'est-ce que ça veut encore dire être un voisin? C'est un des grands défis qui pousse la recherche à toujours aller plus loin. Merci d'avoir suivi cette exploration.